Bonjour à toutes et à tous, salam alaikum, bienvenue sur LDC. Alors aujourd'hui, on va avoir une émission que j'espère et que je crois fermement très intéressante sur la question de l'islamologie. Et on a la chance d'avoir un nouvel invité sur LDC, hein, qui est membre, je pense, de LDC quand même déjà depuis une ou deux saisons au moins, qui intervient de temps en temps, mais on est très heureux de pouvoir faire une émission avec lui. Il s'agit du docteur et professeur Francesco Chiabotti. Bonjour. Bonjour ou Bonjour. bonsoir. Donc pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, le professeur Chiabotti est donc docteur en islamologie, enseignant-chercheur à l'INALCO à Paris, directeur adjoint du département des études arabes de l'INALCO et également directeur adjoint du groupement d'intérêt scientifique attends, c'est comment? Moyen-Orient et Moyen-Orient et monde musulmans. musulman au pluriel. Voilà, c'est ça. Et donc qui est peut-être qu'on pourra en parler, mais un groupe qui Un regroupe justement tous consortium les de chercheurs. laboratoires et institutions publiques françaises qui travaillent sur les mondes musulmans. Voilà. Et évidemment, Francesco Chiabotti est un grand spécialiste du soufisme et de la pensée soufie. C'est pour ça que je suis très heureux aussi de l'accueillir ici. Euh, Avec nous également un membre beaucoup plus connu du public de LDC, le professeur Hicham Abdelgawad. Bonjour. Bonjour, Donc, bonjour. Comme vous le voyez, je suis avec vous depuis la Lune, n'est-ce voilà, pas? exactement. Euh, Mais c'est un peu une blague de te présenter aux membres de LDC, mais quand même, hein, donc, Hicham Abdelgawad, qui est religiologue, auteur, conférencier, chercheur doctorant en sciences des religions à l'Université de Louvain, où j'ai la chance de l'avoir comme collègue, et aussi qui justement fait une thèse sur la pédagogie du fait religieux islamique. Et donc, on a vraiment ici le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a la crème de la crème sur le sujet. Alors, pour introduire la discussion qui va nous réunir aujourd'hui, en fait, on va écouter le professeur Chiabotti qui vient de lancer avec l'INALCO un diplôme d'établissement, c'est comme ça que ça s'appelle, en islamologie, donc qui est si j'ai bien compris, une démarche pour euh, enseigner l'islamologie au grand public, en dehors du cercle académique. Et donc, peut-être commencer par nous présenter cette formation et puis on aura une discussion à partir de là sur la Oui, question de l'enseignement de merci l'islamologie. Grégory. Mais je pense que tu peux m'appeler Francesco. Ok, On ne va parfait. pas cacher au public qu'on se connaît quand même, donc Parfait. pas de formalité. Donc, alors, tout d'abord, merci pour l'accueil, hein. C'est vrai que je suis dans le groupe LDC. Je ne participe pas activement ou avec virulence au débat du groupe, mais je lis beaucoup de choses. Et c'est moi qui ai demandé de pouvoir intervenir parce que je pense que là, on a un terrain d'entente entre nous, les gens de l'académie, et en fait, un débat vivant sur l'islam et sur voilà, sur sa pluralité. Et donc voilà, en deux mots, je voudrais vous présenter un projet qui est nouveau, donc, qui est de cette année, qui va en réalité ouvrir en septembre, et qui est un projet de diplôme d'établissement, comme tu l'as dit, entièrement à distance, consacré à l'étude de l'islamologie. Je pense qu'on va laisser la discussion sur qu'est-ce l'islamologie pour la fin, mais là, juste, je veux dire, tel qu'on l'entend nous, c'est à la fois l'étude des textes et des doctrines, anciennes ou modernes, mais aussi l'étude des sociétés. Donc, il y a aussi tout l'apport des sciences sociales, l'histoire, l'anthropologie, l'approche politologue, de la politologie. Voilà. Tout cela, pour moi, est un dialogue avec ce que je conçois, nous concevons être l'islamologie. Je vais montrer après un peu le plan plus détaillé du diplôme, mais je voudrais juste dire le contexte aussi dans lequel est née cette idée. C'est un contexte qui est double. On s'est aperçu que l'enseignement public, bon, moi j'enseigne en France, mais bon, c'est accessible à tout l'espace francophone, hein, tout l'espace de la francophonie peut accéder à ce diplôme. Il n'y avait rien de spécifiquement consacré à l'étude de l'islam. Dans l'enseignement public, si vous cherchez des informations, si vous voulez vous former,
voilà, vous avez le choix entre plusieurs instituts confessionnels qui vont vous proposer une formation. Mais moi, je suis un enseignant du public, c'est-à-dire je ne vais pas enseigner mon islam à moi, mais j'enseigne la pluralité des islams. Donc, je ne vais pas décider qu'est-ce que c'est l'islam à enseigner. Tout ce que l'islam a été ou est, pour moi, c'est l'islam. C'est ça. Et cette pluralité m'intéresse et je pense qu'elle est précieuse aujourd'hui. Donc, ça, c'est une chose. Le constat de départ. Deuxième chose, c'est que nous travaillons justement ensemble depuis un certain nombre d'années avec des collègues de plusieurs établissements. Donc, c'est mon université à moi qui porte le projet, mais en réalité, c'est un diplôme qui a vocation à être interuniversitaire et voire voilà, sortir aussi des frontières, parce que nous travaillons ensemble sur ce besoin de renouveler en fait l'enseignement de l'islam. Je suis en poste depuis 5-6 ans, j'ai 42 ans, j'ai d'autres collègues qui sont dans ma condition à moi, hein. Donc ça fait 5-6 ans qu'ils enseignent l'islam dans des universités françaises en licence, et nous nous sommes retrouvés face au manque de ressources pédagogiques. C'est-à-dire que quand vous êtes là pour enseigner l'islam, l'histoire de l'islam, vous avez des manuels des années 80 parfois. Il y a beaucoup de choses dans la recherche, il y a beaucoup de choses, mais là, je parle de la pédagogie. Comment je vais enseigner à des étudiants qui ont 20 ans aujourd'hui l'islam? Il faut tout refaire, hein. Quasiment, il faut tout refaire. J'exagère un peu, c'est un peu dur, hein, rude, dit comme ça, mais ce n'est pas que mon impression à moi. Et le contexte a évolué parce que nous venons de traverser 1 an et demi de crise sanitaire, mais qui a été une crise on était tous en ligne, online. Donc, il a fallu transformer nos cours en cours en ligne. Et là, la fracture numérique n'était pas seulement le manque d'accès aux ressources numériques, que ça a été très grave pour beaucoup d'étudiants, hein, ne pas avoir accès au numérique. Mais aussi, du côté des enseignants, il y a une fracture numérique, on n'était pas prêt. Ça présuppose une prise en compte de l'outil informatique, de le moyen de transmission. Et cela nous a montré la gravité de la fracture numérique dans ce sens double. Et donc, nous avons décidé de concevoir des cours à distance, mais calibrés sur l'outil Zoom, l'outil vidéoconférence, avec des ingénieurs de pédagogie numérique qui nous accompagnent. Et c'est là, je pense, voilà, c'est important à souligner. Donc voilà. Donc ça, c'était le contexte, hein. Je résume. Donc un travail collectif, un manque dans l'offre publique, un groupe qui était déjà constitué de gens qui avaient envie de travailler ensemble, et la période que nous venons de traverser, qui nous a montré voilà, le besoin, je pense, que nous avons ressenti comme fort. Cette Voilà. formation peut être vue comme un fruit, une baraka de la crise du Covid-19. Bah, il faut rebondir et s'il peut y avoir un peu de khair, on ne fait pas ça pour nous, quoique. Mais disons que donc l'idée, c'est d'avoir 2 ans, donc une année de socle commun et après une deuxième année d'approfondissement. Donc, je vais essayer de vous montrer donc un document. Donc voilà, on va mettre le lien de cette, je pense que vous le voyez. Parfait. On va après mettre le lien de ce Geniali dans la vidéo. Donc, on a donc des objectifs. Donc là, je voudrais juste présenter l'objectif du diplôme. Donc, former aux faits religieux, donc islamique, en public large. Donc, je vais revenir sur les publics visés par une approche interdisciplinaire, hein, qui va se focaliser plus particulièrement sur lecture critique des textes fondateurs, hein, Coran, Hadith, mais pas seulement, une initiation à différentes sciences islamiques et avec un focus sur leur constitution, comment naît une science ou comment un groupe de savants se constitue dans l'histoire, l'insertion de ces sciences dans le contexte de leur production, donc dans les sociétés qui ont produit ces savants, et bien évidemment, ce que j'ai déjà dit, la diversité de l'islam à travers le temps et l'espace. Notre souhait, c'est justement d'apprendre à appréhender et comprendre donc, les fondements de l'islam en tant que religion, il ne faut pas l'oublier, pour être capable d'analyser
sa diversité, la diversité de l'islam et de ses manifestations. Donc, une chose très concrète, je dois brancher mon PC, sinon il va se... Voilà, je suis là. Donc, l'organisation, c'est si vous vous inscrivez, quel travail ce diplôme va vous demander. Mais il y a 4 modules par semestre. Et j'estime le travail hebdomadaire pour chaque module à 1h30, soit 78 heures par semestre. Comment chaque module est constitué? Par 2 vidéos de 20-25 minutes. C'est un peu mon expérience. Si j'enregistre un cours magistral de 1h30, ce n'est pas tenable. Donc, il faut être capable de résumer des idées principales en 2 fois 20 minutes, mais avec une lecture au préalable. C'est-à-dire, je vais vous en donner aussi un chapitre d'un manuel à lire, on a quand même des choses, ou un article sur lequel je vais revenir pendant ma vidéo. Et après, voilà, des petits exercices, comme ça, de façon que l'écoute, la vision de la vidéo ne soit pas entièrement passive. Vous savez déjà quoi retenir dans cette vidéo, mais également donc, créer donc, des contenus numériques qui peuvent être aussi de l'iconographie conçue pour ce diplôme. Mais je vais aussi essayer de produire une brochure papier de façon à ne pas surcharger l'image, la vidéo avec un PowerPoint, mais demander à ceux qui m'écoutent, qui sont loin, de me suivre, de suivre et lire. Parce que la lecture sur papier, donc une brochure qu'on peut vous envoyer, je l'espère, en tout cas téléchargeable, imprimable, vous met dans une posture active. Alors que seulement regarder, on l'a remarqué, ça nous met dans une posture entièrement passive et la réception et l'assimilation des contenus ne se fait pas de la même façon. Donc ça, je dis des banalités pour ceux qui travaillent sur cela. Mais il y aura aussi, une fois par semaine, un rendez-vous hebdomadaire qui n'est pas obligatoire. Si vous travaillez, vous faites autre chose, c'est pas obligatoire. Donc on va le retransmettre, qui est une séance animée par l'ensemble, donc à tour de rôle, des intervenants, une fois par semaine, 1h30. Et là, c'est le moment de parler, d'échanger, de poser des questions, de voir les autres aussi qui sont à distance. Voilà, ça c'est un peu une fois par semaine, à tour de rôle. On n'a pas encore décidé le créneau, on va essayer de le voir, de le caler aussi par rapport aux disponibilités des étudiants, mais c'est un peu ça l'idée sur Zoom. On va se voir, vous pouvez poser les questions, donc ça sera moi une fois, et après 4 semaines, ça sera moi à nouveau, et ainsi de suite. Donc voilà. Sur l'équipe, j'ai déjà parlé, donc je peux juste dire que c'est je peux faire des noms. En histoire, on a Eric Vallet qui est à Strasbourg, Anne-Sylvie Boiliveau pour le Coran, Najet Zougar pour ce qui concerne le hadith et le kalam, Jean-Jacques Thibon, soufisme aussi, kalam, hadith, l'histoire moderne, Catherine Mayer-Joawen, Charlotte Couraille pour le monde contemporain, on a un sociologue, Younes Van Praet, voilà, donc beau monde, la sociologie. Ouais, c'est des gens de bonne volonté, ça je peux vous le dire. Ça, voilà, les publics, ça m'intéresse parce qu'on peut est-ce que puis-je candidater? Voilà, c'est une question que je reçois. En fait, il faut juste un bac, c'est niveau bac. Donc, vous avez un bac, vous pouvez candidater, et il faut un niveau de Un bac, français. tu veux dire un diplôme de secondaire Oui, français ou voilà, un équivalent, pas un baccalauréat. Voilà. bachelor, Non, pas un bachelor qui est plutôt une en licence. Non, Belgique. non. C'est un peu, oui. Bien sûr, non, excusez-moi, j'ai une terminologie française. Non, voilà, il faut avoir fait votre lycée, c'est tout. Voilà, et nous prouver que vous avez un niveau de français suffisant. Donc, si vous n'êtes pas issu d'un pays francophone, hein. Voilà, c'est tout. C'est tout. Il y a un coût, on ne l'a pas mis là, peut-être on va revenir sur ça à la fin, ça peut décourager certains, mais voilà, ça, c'est pas, le prix, en fait, c'est pas les enseignants qui le décident, c'est l'établissement. Donc, théoriquement, je ne vais même pas en parler, mais si vous avez des questions, c'est une question quand même matérielle qui est Oui, on pourra en importante, parler je sais. éventuellement en Voilà, commentaire. après, pour ceux qui sont vraiment intéressés. Et voilà, ça c'est l'équipe. En fait, l'INALCO, je suis épaulé par Jean-Jacques Thibon, qui est professeur des universités, qui est un expert de soufisme classique, qui vient de traduire les Tabaqat al-Soufiyya de Soulami en entier en français.
Voilà, donc c'est quelqu'un vraiment de qualité. Je suis très heureux de pouvoir travailler avec lui. Et j'ai fini mon partage d'écran. Donc, vous n'avez pas le programme, mais bon, on pourra y revenir. Mais je pense que je voudrais juste rester sur des généralités et pas rentrer trop dans le détail. Je pense que c'est déjà assez Oui, tout à fait. Peut-être détaillé. que Voilà. dans la discussion, tu pourras citer des exemples s'ils sont Très pertinents. bien. Mais je voudrais inviter Hicham peut-être à commenter. Ah, bon, il y a déjà plein de thématiques intéressantes qui ont été soulevées, hein, notamment, je les cite déjà pour juste vous inspirer petit à petit, mais l'idée de être un enseignant public par rapport à enseigner le fait religieux dans des contextes plus, voilà, plus particuliers peut-être. Il y a la grande question que tu as soulevée dès le début, hein, qu'est-ce que l'islamologie? De quoi l'islamologie est-elle le ton? Qu'est-ce qu'un islamologue, etc. Peut-être on va y revenir. Et puis les enjeux aussi, je trouve que très intéressant, et je sais que Hicham a particulièrement travaillé là-dessus ces derniers temps, mais d'un enseignement en ligne, les avantages, les limites et tout. Donc je pense que vous avez énormément de choses à vous dire. Hicham, qu'est-ce qui te vient à l'esprit en premier en voyant une telle initiative? Vous m'entendez bien là? Très bien. Ouais, Super. parce que j'ai mis le micro un peu plus loin pour prendre des notes, justement, parce que j'ai pris beaucoup de notes, parce que je suis en fait super hypé, comme on dit aujourd'hui, par rapport à ce projet-là, dans le sens où, en fait, je partage complètement le diagnostic qui a été posé par le professeur Chiabotti, notamment sur la fracture numérique. C'est-à-dire que on sait aujourd'hui que en fait, dans tous les domaines du savoir, les pédagogues et les didacticiens ne peuvent plus faire l'économie du numérique. Tout simplement parce qu'on peut donner une matière, par exemple, et d'une semaine à l'autre, donc vraiment dans un cadre très formel, un cours dans une salle de classe, et d'une semaine à l'autre, un apprenant peut venir et dire, bah voilà, tiens, j'ai fait des recherches sur YouTube, sur Wikipédia, n'importe, et j'ai trouvé, par exemple, quelque chose qui contredit ce que vous nous avez proposé. Donc, il y a une nouvelle dynamique qui est induite par le numérique et qui n'est pas encore complètement prise en compte dans, je dirais, dans les productions pédagogiques et didactiques aujourd'hui. Et c'est d'autant plus vrai en islam que, contrairement à une matière comme par exemple les mathématiques, ou par exemple si on enseigne à des gens comment résoudre des équations du second degré, par exemple, il n'y a pas 36 000 façons de faire. Hein. Il y en a quelques-unes et il y en a une qui fonctionne beaucoup mieux que les autres. Donc, a priori, même si un élève part dans la nature pour faire ses recherches, ça peut même être super intéressant sur le plan de l'apprentissage, il va recroiser d'une façon ou d'une autre ce que son professeur lui a donné. Ce n'est pas du tout vrai pour ce qui touche à la matière religieuse, à la matière islamique. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui touchent à la production de sens, à la négociation de sens, on pourrait dire. Et donc, moi-même, quand j'étais professeur de religion islamique en Belgique, parce que pour nos amis français, on peut préciser que en Belgique, il y a des cours de religion ou des cours de morale non confessionnels pour ceux qui ne veulent pas de cours de religion, parmi les cultes qui sont reconnus par l'État belge, et l'islam étant un des cultes reconnus par l'État belge, les élèves peuvent choisir cette matière en guise de cours philosophiques, comme on les appelle. Donc, j'ai été professeur de religion islamique pendant 10 ans et je ne compte pas le nombre de fois où j'ai dû répondre à Cheikh Google, comme on l'appelait à un moment donné. Et donc, moi, je suis quand même assez intéressé par le projet. D'abord, pour l'initiative qui consiste à vraiment acter l'existence du numérique et donc essayer de mettre en place ce qu'on pourrait appeler un écosystème d'apprentissage qui soit centré sur le numérique. Ça, je trouve déjà ça très intéressant. Et d'un autre côté, ça va mettre aussi, je pense, en circulation des nouveaux canaux de savoir qui pourront avoir un effet boule de neige ou qui pourront être relayés par ailleurs. Donc ça, pour moi, c'est tout à fait intéressant. Alors maintenant, par rapport à ce concept d'enseignant public, moi, le premier défi que je vois, je ne vais pas dire difficulté, mais le premier défi que je vois, ça va être la gestion des profils, en fait. Parce qu'à partir du moment où on dit, voilà, vous avez besoin d'un diplôme de secondaire pour vous inscrire et d'une maîtrise correcte du français, donc c'est-à-dire on demande le minimum. Et donc, on peut se trouver avec des gens qui seraient diplômés, par exemple, en philosophie,
peut-être même des islamologues, des gens qui ont par exemple suivi un module de sociologie de l'islam, par exemple, dans leurs études et qui se disent mais j'ai envie d'aller un peu plus loin. Mais on peut aussi se retrouver avec quelqu'un qui a fait des études vraiment rien à voir avec les sciences humaines et qui va s'inscrire. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on va gérer ces profils différents? Enfin, moi, je pense que c'est un des défis qui se pose. Et le deuxième défi qui se pose, parce qu'on touche, et ça touche en fait à la question qu'est-ce que l'islamologie, euh, c'est en fait ce qu'on pourrait appeler la gestion des affects. C'est-à-dire que quand on aborde une matière religieuse, le poids affectif de la matière n'est pas le même pour quelqu'un qui confesse cette religion que pour quelqu'un qui ne la confesse pas. Et alors, ça a des répercussions au niveau, je dirais, des objectifs d'apprentissage. Est-ce que, par exemple, on va aller jusqu'à aborder, par exemple, bon, je dis un truc qui me passe par la tête, du Luxembourg, par exemple. Ou est-ce qu'on va se dire, mais non, attendez, Luxembourg, c'est quand même massif, ça peut faire fuir les gens, donc on ne va pas le présenter. Est-ce qu'on va proposer des panoramas du monde de l'islamologie en disant, bah, écoutez, l'islamologie, c'est un univers, en fait, ou est-ce qu'on va sélectionner des théories dont on va estimer qu'elles sont plus solides que d'autres, mais sur quelle base est-ce qu'on va poser ce jugement-là? Juste pour le Donc, public, expliquez peut-être en 2 mots, Luxembourg, pourquoi ça constitue un cas limite pour un public non averti? Luxembourg, c'est en fait l'un des théoriciens qui fait du Coran un lectionnaire syriaque. Donc, pour Luxembourg, le Coran et l'islam, en fait, ce ne serait jamais autre chose que du christianisme arabisé, quoi, en fait. Hein. Donc, en fait, ce serait du christianisme avec une moustache arabe, en Voilà, gros. et au point qu'à la fin, il en est venu à affirmer que le prophète n'avait jamais Oui, existé. oui, ça va jusqu'à nier l'existence du prophète. Donc, bah, plus de prophète, plus d'islam, quoi. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai un petit peu toutes ces questions qui me viennent à l'esprit, mais, mais vraiment, l'idée de base, moi, je la trouve vraiment à la fois bienvenue et vraiment extraordinaire, et j'ai hâte de voir ce que ça va devenir, vraiment. Alors Francesco, Merci, peut-être, merci Cham. Oui, répond, mais bon, je pense qu'on peut se tutoyer, donc vraiment, c'est mieux. Alors, ben, c'est un défi pour nous déjà, hein, parce que ça fait 5-6 ans que j'enseigne, voilà, ouais, 6-7, et je n'ai pas trouvé encore le juste calibrage dans tout cela. Et, et je m'aperçois qu'il y a une difficulté quand voilà, justement nous avons affaire avec un public jeune. Il y a un problème qui est d'ordre de formation, c'est-à-dire que voilà, j'ai 42 ans, je fais mon lycée en Italie et aujourd'hui, voilà, voilà, fonction publique, enseignant à l'université avec des jeunes, parfois des moins jeunes, mais bon, la masse critique est quand même là. Ils ont fait le lycée dans la région parisienne l'année dernière, ou il y a 2 ans. Donc, et je vois que tout ce que pour moi, ça devrait être acquis à cet âge-là, de maturité intellectuelle, ne l'est pas. Et passer le choc, peut-être aussi parce que je venais d'une culture plus classique, italienne, beaucoup de latin, beaucoup de choses comme ça, il faut revenir à la réalité, il ne faut pas juger les étudiants, il ne faut pas les mépriser, ça arrive malheureusement, un mauvais enseignant est toujours là, j'essaie de ne pas être ce mauvais enseignant, mais en même temps, je me rends compte que, je donne un exemple, un cours sur l'histoire de la théologie, je ne peux pas faire un semestre sur la théologie, j'ai fait 2 séances sur qu'est-ce que c'est la théologie, mais déjà, dire que aujourd'hui, théologie, tout est théologie. Le droit est théologie. Institut de théologie islamique, vous faites du droit dedans. OK, mais c'est un peu faux. Pour moi, c'est pas, il faut quand même justifier les choses. Mais c'est pas seulement ça le problème, c'est que je commence à parler de transcendance, immanence. Grâce à Dieu, on était sur place. Les visages, je dû arrêter tout de suite. Personne, mais personne hein, savait la signification de transcendance, immanence. Et c'était moi le fautif. C'était moi le fautif. Parce que si 200 personnes, âge mélangé, aussi des adultes, n'avaient pas l'idée claire de cette dichotomie fondatrice dans le débat islamique, je ne pouvais pas continuer. Donc, vous voyez, il faut. Et j'ai plus de présupposés de culture classique.
la culture classique, les mythologies gréco-romaines. Non, il faut tout reprendre. Culture biblique. Dans les années 80, on pouvait présupposer un minimum de connaissances bibliques. Aujourd'hui, non. Chez les musulmans, bon, ils ont une version très compressée de qu'est-ce que c'est l'islam. Et surtout, il y a ce regard sur les autres religions qui viennent de l'islam qu'il faut vraiment recontextualiser. C'est-à-dire, pour eux, le christianisme, c'est ce que l'islam dit du christianisme. Et là, on travaille beaucoup sur ça, pour remettre un peu les pendules à l'heure. OK, mais ça, c'est la vision interne que l'islam a du christianisme. Regardons quand même ce que l'histoire nous dit aussi. Voilà. Le problème avec l'islam, c'est que faire l'histoire des premiers siècles est vraiment difficile. Hein. On n'est que dans des hypothèses du point de vue historique. Je ne peux pas fonder une connaissance certaine. Et ça, il faut le dire. Il faut dire, même aux plus jeunes, la science est arrivée au minimum démontrable. Ce que je peux démontrer, le minimum. Et à partir de là, on peut continuer. Mais effectivement, il faut, avec beaucoup de pédagogie, et sans sacraliser non plus l'approche des constructivistes d'une certaine islamologie, dire que ça existe. Dire que ça existe et aider celui qui a une approche confessionnelle à reconnaître au moins qu'il y a une approche confessionnelle. Sortir de l'apologie, ne pas se sentir attaqué, stigmatisé. Et là, c'est un travail, voilà, à distance, ça va être un peu compliqué. Mais sur place, ça se fait. Je respecte mes étudiants, voilà, ils le sentent. Il n'y a pas un projet derrière. Ça, donc, je pense que là, ça passe beaucoup sur comment tu t'adresses à l'autre, mais vraiment très, très concrètement. Les gens sentent si on peut te faire confiance, hein. Pas 100%, mais bon, voilà. Il y a une question qui semble intéressante ici, c'est que cette idée voilà, sur quel présupposé ou quel prérequis est-ce qu'on peut se fonder pour construire un discours nuancé qui permet de déplacer le point de vue. Donc, comme tu l'as dit, sur certaines références, il y a clairement, on va peut-être pas dire une baisse de niveau, mais disons qu'il y a certains référents qu'on aurait pu utiliser qui ont disparu. Donc aujourd'hui, concrètement, sur quoi est-ce qu'on se base en fait? Je pense qu'il faut faire lire les gens. C'est-à-dire, OK, vous êtes en ligne, vous êtes devant un écran, vous avez Chiabotti qui vous parle, mais voilà un manuel, voilà le PDF, 20 pages à lire. Lisez. Parce que c'est rare. Hein. Alors, hein? Non, allez-y. Non, mais c'est tout déjà. Non, c'est intéressant. Et après, on discute sur ça. Comme Hicham le disait, on est même peut-être aujourd'hui dans une génération post-cher Google. Donc nous, on est un peu la génération cher Google. Maintenant, tu vois, est-ce que, je sais pas. Après, ce qu'on va essayer de faire, c'est ce qui est un peu unique, je pense, et si on arrivera à le faire bien, c'est vraiment, ça sera un résultat. C'est-à-dire que quand vous allez à la fac, mais le prof X Foulan, il fait son cours, le prof Foulan, il fait son cours, le prof Foulan, il fait son cours. Il y a vaguement une coordination des programmes, mais en réalité, non. Alors que là, c'est une fondation à zéro. Et donc, mon idée, c'est que au premier semestre, on est dans l'islam classique, dans la fondation. Je vais vous mettre un petit partage d'écran pour donner un exemple concret. Il faut juste que je retrouve. Voilà, on est là. Ça arrive. Voilà. C'est du classique, vous voyez. Module 1, introduction à l'histoire de l'islam médiéval. Et ce n'est pas juste la chronologie, il y aura des thématiques, le pouvoir, l'islam, vous voyez, des choses plus thématiques, par objet et par question. Texte fondateur, Coran, Hadith, Sira. Mais on peut essayer de coordonner la chronologie ou les thèmes avec le Coran. Pas seulement avoir le récit chronologique, hein, comment le Coran a été mis à l'écrit, qu'est-ce que c'était le Coran avant le Coran, c'est-à-dire la présence de thèmes bibliques en Arabie, oui, non, les débats, mais essayer de coordonner tout ça, la pensée classique, le droit, certes, le droit naît après, mais on peut montrer des points de droit et le dialogue entre les usul al-fiqh et ces usul-là, donc quelle est la place du Coran ou de certains versets d'époque médinoise par rapport à certains thèmes, comment le droit dialogue avec ses propres fondations. Et les textes, donc le 4e module, c'est justement, on a traduit beaucoup de textes, des pages comme ça, c'est une brochure de 60 pages, texte arabe aussi, et texte français. Et là, comment on lit ces textes-là? Parce que le musulman, même le non-musulman et le musulman, face aux textes classiques, c'est des textes extrêmement difficiles.
Et donc là, il y a toute une pédagogie pour lire du de Avicenne, ou Ibn Rushd, surtout Ibn Rushd. En tant que juriste, on lit des pages, elles sont très difficiles à lire aujourd'hui. Mais je pense que si on prend une page, pendant 1h30, on la discute, C'est ça. c'est Donc, en fait, déjà un acquis. Qui aujourd'hui fait ça? Mais dans la globalité. Et là, vous allez voir du chiisme, de l'exégèse, des choses classiques, hein, mais ensemble. avec un accompagnement, en fait, c'est sans doute Avec ça un peut-être accompagnement. la grande différence entre le fait d'aller faire soi-même son petit marché, ses petites emplettes d'informations et de textes sur le net. C'est qu'ici, il y a, comme tu l'as dit, si je comprends bien, un accompagnement pour acquérir les outils, pour bien comprendre tous les enjeux, à la fois historiques ou tous les enjeux qui sont peut-être parfois occultés dans certains textes, hein, qu'on ne voit pas au premier abord, mais qu'on doit prendre en compte. Et aussi une convergence des approches. Mais disons que les textes classiques s'adressent à des spécialistes. Donc, et c'est normal de ne pas comprendre. Et c'est normal aussi qu'à toi, voilà, on ne t'a pas fait lire d'Ibn Rushd. Parce qu'Ibn Rushd, c'était un texte qui s'adressait, bon, peut-être il s'adressait un peu à tout le monde, mais en réalité, c'était un texte de spécialisation. Donc, on ne commence pas avec Ibn Rushd, on commence avec le texte, ou ce genre de texte que peut-être voilà, les gens lisent. C'est des moutounes très simples. Voilà, c'est normal, il faut aussi mettre les gens à l'aise. Ce n'est pas un jugement. Hein, c'est pas un jugement sur ta culture religieuse. Par contre, l'université, c'est le lieu pour aller plus loin, pour dépasser justement ces petites bornes qui sont d'ordre privé. Bon, moi, pour survivre en tant que musulman, musulmane, j'ai besoin de ça. Mon akida, mon fiqh, pour ceux et celles qui sont intéressés à cela, qui ont besoin de cela. Par contre, il y a tout un monde d'histoire, des idées et de la pensée qui est extrêmement riche et qui est ignoré. Et je pense que là, voilà, c'est un objet intéressant pour tout le monde. Point. Juste avant de fermer cette page, c'est pour montrer que le deuxième semestre, c'est plutôt consacré à l'islam moderne, voilà, avec l'histoire du monde musulman moderne et contemporain, la pensée musulmane moderne et contemporaine, les grands auteurs en sciences sociales, là c'est plutôt sociologie, donc comment les sociologues ont approché le fait religieux islamique, les sociétés, les thèmes qui vont avec, et surtout islam local, islam global, c'est-à-dire c'est un cours dans lequel on va demander aux spécialistes des aires musulmanes d'intervenir avec des capsules. Là, c'est vraiment du renseignement, mais très digéré, très maîtrisé, très synthétisé. Donc, l'islam en Indonésie, un collègue, Etienne Navo, l'islam dans les Balkans. Donc, l'INALCO, c'est un lieu où on enseigne toutes les langues non européennes, en fait. Donc, j'ai des collègues qui sont prêts à intervenir. Voilà, je termine avec la publicité. Hicham, qu'est-ce que… Oui, alors, bon, pour moi, il y a une problématique quand même qui est très importante et qu'on a mentionné au tout début, c'est-à-dire cette notion d'enseignant public. C'est-à-dire, moi, quand je vois le programme qui est là, j'ai tout de suite envie de m'inscrire. Hein. Pourtant, j'ai fait de l'islamologie dans ma vie, mais franchement, j'ai envie de m'inscrire. Est-ce que tu Maintenant, vois quelque chose de nouveau? C'est ça qui m'intéresse, moi, en tant que je vois, proposition. je vois un programme d'islamologie académique qui aborde des points qui sont centraux pour comprendre cette discipline ou pour comprendre ce champ de la pensée. Mais moi, la question que je me pose, c'est à partir du moment où on s'est fixé comme objectif le public, il faut peut-être se poser la question des raisons qui vont faire que, par exemple, une mère de famille de 36 ou 37 ans va s'inscrire sur cette plateforme-là. Ça peut être, par exemple, pour répondre aux questions de son adolescent. Ça peut être un professeur d'histoire qui se dit, bah, tiens, j'ai beaucoup de musulmans dans ma classe, je ne suis pas sûr. Par exemple, on sait qu'au programme au collège, donc secondaire inférieur pour nos amis belges, et on aborde l'islam donc en 5e en France, l'équivalent de la deuxième en Belgique, deuxième secondaire. Donc, l'islam est abordé. Et bon, moi, à titre personnel, j'ai été appelé par des inspecteurs qui m'ont demandé de rencontrer des professeurs parce qu'ils ne savent pas quoi faire, en fait. Non, mais Donc, voilà. Là, c'est un chantier à part. Enseigner c'est l'islam voilà, au collège. mais je veux dire, il peut y avoir tous ces profils-là qui vont s'intéresser. Et moi, je me dis peut-être essayer d'établir un lien entre ces savoirs qui sont fondamentaux et le terrain du public, en fait, des gens des gens du quotidien. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que
il faut qu'il y ait de la lecture, ça c'est clair et net. On ne peut pas se lancer dans n'importe quel champ de savoir s'il n'y a pas de lecture. J'ai lu il y a un an de ça un article qui avait été fait qui s'appelle Twilight of the Lecture, donc le crépuscule, alors pas de la lecture, mais de la conférence ou du cours Oui, ouais, magistral. du cours magistral, oui, oui. Voilà, Ouais, avec ouais. cette idée que c'est austère, la satisfaction cognitive n'est pas énorme, etc. Bon, il y a quand même des pédagogues, comme par exemple Monisha Pashupati aux États-Unis, qui signalent que on a beau faire ce qu'on veut, la lecture et le cours magistral, on ne pourra pas passer à côté à partir du moment où on est dans un domaine qui nécessite des savoirs codés en dur, en quelque sorte. Mm. Mais il faut quand même garder à l'esprit que quand on fait une proposition de formation alors en l'occurrence ici sur l'islam, on est mis en concurrence avec des gens qui font la même chose. Je pense à de fameux imams youtubeurs dont je ne vais pas donner les noms parce que ce n'est pas le lieu ici et ça leur ferait de la publicité par ailleurs. Mais si je me mets à la place d'un musulman qui a 20, 21 ans, qui a eu son bac il n'y a pas très longtemps et qui se dit, tiens, je cherche une formation sur l'islam, il va aller voir ce que ces gens-là proposent, il va aller voir ce qui est proposé ici, et celui qui va rafler la mise, entre guillemets, même si c'est très inélégant comme formule, bah, c'est celui qui va être le plus séduisant, c'est celui qui va proposer une esthétique d'apprentissage la plus appétissante. Et à ce niveau-là, je ne suis pas entièrement sûr que vraiment au niveau cosmétique, je ne parle vraiment pas du fond qui est parfait, mais uniquement au niveau cosmétique, je ne suis pas persuadé que ce soit pour l'instant très, très compétitif. Et par rapport à ces problèmes, en fait, par exemple, ce qui a été dit au début, avec le fait que pour certaines personnes, les termes transcendants, immanents ne sont pas connus. Euh, on peut imaginer, par exemple, et ça a été fait sur une formation qui est donnée en ligne par une structure qui est rattachée à Harvard. J'ai suivi la formation là-dessus justement en pédagogie et en didactique. Et en fait, ce qu'ils faisaient en début de semaine, c'était ouvrir le forum sur un sujet qui était en rapport avec la pédagogie ou la didactique. Donc, ça pouvait être la motivation, ça pouvait être des questions par exemple, qu'est-ce que le constructivisme, etc. Et donc, il y avait des spécialistes et il y avait des néophytes comme moi. Et donc, du coup, par exemple, moi, je posais des questions comme ça. Je disais, mais finalement, voilà, dans le constructivisme, qu'est-ce qu'on veut dire par exemple, équilibration chez Piaget, etc. Et puis, il y avait un spécialiste qui venait, qui disait, ben voilà ce qu'il faut comprendre. Un autre qui venait, qui disait, ah oui, mais tu sais, il y a une nouvelle étude qui a été… C'est-à-dire qu'il y avait un flux d'informations et un flux d'échanges qui permettait de décharger les facilitateurs d'apprentissage, donc les professeurs, en fait, de clarifier certaines notions qui étaient fondamentales. Donc, moi, je pense que vraiment, pour moi, le défi d'une plateforme comme celle-là, ça va être de proposer un maximum de modalités d'apprentissage, donc de la lecture, de la conférence, de la vidéo, des forums de discussion. Parfois même, moi, dans cette formation qui est à Harvard, on a même demandé aux apprenants de faire eux-mêmes des vidéos, des mises en situation. Voilà, vous avez un public devant vous, montrez-nous comment vous présentez votre cours. Et ensuite, le facilitateur d'apprentissage qui faisait des remarques. Ah, là, ta gestuelle était bien. Là, par contre, fais attention. Là, j'ai senti de l'empathie chez toi. Là, c'était un peu moins clair, etc. Et, et je pense que l'avantage du numérique, justement, par rapport à quelque chose en présentiel ou quoi, c'est vraiment de pouvoir multiplier ces modalités dans des configurations qui ne sont pas forcément possibles en dehors du numérique. Ça peut aller jusqu'à faire une petite capsule vidéo, par exemple, avec une introduction, etc. Donc, voilà un petit peu ce qui me vient à l'esprit, mais tout en sachant que mon but, c'est vraiment c'est vraiment pas de critiquer ce qui est proposé, c'est vraiment de partager ce qui me vient à l'esprit C'est quand je clair. vois ça. Permettre juste un petit grain de sel pour relancer la discussion. Il me semble que au-delà de la discussion sur ce qui est proposé ici en particulier par l'INALCO, Mhm. en fait, ça renvoie à la grande question qu'on a soulevée au début, qu'on n'a pas encore vraiment abordée, mais de la nature de l'islamologie.
est-ce que l'islamologie est faite pour tous, hein? Est-ce qu'il faut de l'islamologie en ligne pour tous? Qu'est-ce que c'est en fait l'islamologie? Qu'est-ce qu'un islamologue? Quel est son rôle dans la cité? Est-ce que l'islamologue a finalement le même rôle pour transmettre la connaissance du fait religieux islamique que, comme tu l'as dit, par exemple, certains imams youtubeurs ou encore que d'autres personnes qui pratiqueraient les sciences humaines, hein. Il y a aussi la question, parce qu'à un moment, Francesco, en montrant le programme, on voit clairement qu'il y a une dimension interdisciplinaire aussi, en fait, dans cette approche de l'islamologie. C'est-à-dire que l'islamologie n'est même plus forcément une science en elle-même, plutôt que un Un peu champ comme de recherche. un champ de recherche, exactement. Et donc, voilà, est-ce qu'on peut pas allez, ramener cette discussion à un niveau encore plus haut, qui est, voilà, euh, l'islamologie, aujourd'hui, est-elle faite pour rester au final dans le giron académique et pour les gens qui veulent prendre des choses du giron académique, ou a-t-elle vocation et a-t-elle la capacité de s'adresser Mm. à plus de gens et d'avoir voilà, Voilà, mais débouchés larges? précisément la question que tu poses, Greg, en fait, elle est excellente parce qu'elle me permet vraiment de formaliser sous forme de question ce qui me tracasse depuis tout à l'heure. C'est est-ce que le but, avec cette formation, c'est de former des islamologues, ou est-ce que donc de ramener les gens à l'islamologie, ou est-ce que le but, c'est de ramener l'islamologie aux gens? Parce que euh, Ouais, c'est très bien dit, hein. Non, c'est la deuxième. C'est la deuxième, parce que d'accord, si tu veux, alors, commençons par la fin. Si ton objectif est de devenir islamologue, ne viens pas chez moi. Tu peux commencer, mais ça ne suffit pas. Il faut faire une licence, il faut faire un master, il faut faire un doctorat. Je retiens à titre, voilà, c'est mon avis. Un islamologue n'est pas un docteur, n'est pas un journaliste. Il n'y a pas l'ordre des islamologues. À partir de là, tout le monde peut se dire islamologue. Et il n'y aura personne qui peut te dire non, tu n'es pas islamologue. Où est-ce qu'on place le curseur? Parce qu'on a eu des Tariq Ramadan islamologues voilà, avec une chaire payée par je ne sais pas qui, parce que l'université avait besoin d'argent. J'assume ce que j'ai dit, c'est la vérité. Islamologue, il n'a jamais publié un seul article scientifique de sa vie. Un comité de lecture, il publie des pamphlets. On est Non, d'accord? bah, Mais on le dit, on on dit va, islamologue, oui. islamologue, islamologue, islamologue. Et donc, il est où l'islamologue? Personnellement, je pense qu'il y a une islamologie académique qui doit être faite par des gens qui ont au moins un doctorat. Pourquoi un doctorat? Parce que ça veut dire que tu as travaillé pendant minimum 3, mais ça veut dire 5-6 ans avec quelqu'un qui t'enseigne à faire de la recherche, ton directeur de recherche, et tu as été évalué par les pairs. Donc, et c'est une transmission de compétences et connaissances. C'est très traditionnel. Mais bon, l'université est très traditionnelle. Au-delà de ça, il y a une islamologie large qui est pratiquée par la pensée musulmane moderne. Et ça je ne peux pas dire que ce n'est pas des islamologues. Tu n'es pas obligé d'avoir un doctorat, je ne sais pas où, pour être islamologue. Donc, une fois qu'on a distingué les deux, voilà, c'est clair. Moi, je pense que le but, là, c'est d'amener de l'islamologie aux gens, et pas d'amener les gens en islamologie, mais on verra. Je rajoute aussi qu'effectivement, pour les motivations, on demande aussi une lettre de motivation pour connaître notre public. Donc, pourquoi vous venez chez nous? Et aussi parce que, cas où nous retrouvons avec ces 1500 inscriptions, je dois choisir. Parce que moi, j'ai 25 places où, si j'arrive à 50, c'est déjà un miracle. Donc, je ne les ai pas, je ne vais pas les avoir. Mais donc, disons, il y a quand même ce côté, il faut faire connaissance, il faut nous dire pourquoi vous venez. Si je vois qu'un profil est vraiment pas adapté, je vais écrire à cette personne pour lui dire que je n'ai pas retenu sa candidature. C'est quand même, il y a quand même pas une évaluation, mais on doit quand même choisir. Si on est amené à choisir par des questions de nombre. Et après, je voudrais quand même répondre à cette question-là de la cosmétique, parce que tu as raison. C'est le pouvoir du numérique, c'est celui qui est le plus beau, qui est le plus... Et donc, ça nécessite de moyens techniques que l'université publique n'a pas. Et ça, il faut être clair. Je ne suis pas un producteur de contenu numérique. Je ne vais pas faire une mise en scène. Je ne vais pas acheter un micro à 1 500 €. Et si vous venez chez nous,
il faut accepter de suivre un rythme qui est lent. Et esthétiquement, ça ne sera pas forcément très appétissant. Mais là, il y aura un tri qui va se faire entre ceux qui ont déjà en eux-mêmes ce goût pour cette retenue académique, démodée, même si on va faire un effort, et ceux qui cherchent une information plus facile, plus excitante, plus stimulante. Et si tu parles d'imams très présents dans la scène, ben on sait très bien que ce type de prêche numérique est extrêmement émotionnel. On est dans l'émotion pure. On n'est pas trop dans les contenus, c'est dans l'émotion. C'est susciter Taouba, susciter l'envie de Dieu. Et on n'est pas dans le chant salafiste. Hein. Ça peut être des nouveaux chants qui se définissent un peu proches des charismatiques ou des évangélistes. Donc, mais là, c'est tout le contraire. La science, je dis, justement, c'est la maîtrise du sentiment. Je ne rajoute pas du sentiment. Je peux y mettre de la passion et de l'intérêt, mais je ne vais pas mettre de moi-même. Voilà. Après, il y aura toujours 5-10% de moi-même, voire plus. Hein. Mais l'objectif, c'est quand vous écrivez un article, il ne faut pas y mettre du pathos. Quand je vais demander des devoirs aux gens, hein, il faut écrire une synthèse du cours, il faut sortir de l'émotion. Il faut avoir de la passion, mais qu'elle soit maîtrisée, en fait, de façon intellectuelle. Et ça, je pense que c'est un beau objectif déjà. Et je pense le manque donc, de cosmèse, de caractère numériquement appétissant, catchy, ça fait partie aussi du jeu. Il faut l'accepter. On est des enseignants, on n'est pas des youtubeurs. Mais on fait un effort. Mais alors à ce moment-là, tel que je l'entends, je ne dirais pas qu'on a affaire à un enseignement pour du public, en fait. Je dirais qu'on a plus affaire à un enseignement pour des non-spécialistes. Ce n'est pas exactement la même chose, parce que tel que je l'entends là, il y a quand même des prérequis qui doivent être là. Il y a aussi une sélection, c'est-à-dire qu'il y a des profils dont on va considérer que peut-être que la formation n'est pas adaptée à eux et donc on va le leur faire savoir. Mais alors à ce moment-là, pour moi, on n'est plus tellement public. Pour moi, le public, l'idée de public, elle est plus ouverte que ça, en fait. C'est pour ça que donc, là j'essaye vraiment de saisir un peu la portée du projet. Tu as raison, parce que ce n'est pas un MOOC. Voilà, c'est ça. Alors, pour le public, un MOOC, c'est un acronyme anglais. Et là, il n'y a pas de tu t'inscris, c'est gratuit, tu te formes, et c'est pour tout le monde. Là, on est dans un diplôme d'établissement. Donc, effectivement, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai. Mais public, ce n'est pas le public qui est public, c'est l'enseignant qui est public. C'est-à-dire que moi, je suis payé par l'État. D'accord, ok. Ça va, je n'avais pas compris le terme alors. Et non, mais c'est important, parce que public, bien évidemment, j'ai dit, je suis un islamologue public, dans le sens que c'est la collectivité qui nous paye, dans le sens que mon travail est financé par l'État. Hein, je suis un fonctionnaire de l'État français, mais moi, je travaille pour tout l'espace francophone, voire pour toute la communauté scientifique quand j'écris en anglais. Mais ma fonction est publique et d'intérêt public. Ça ne veut pas dire que ce soit pour tout le monde. Justement, est-ce qu'on ne peut pas voir les choses, est-ce que la grande différence dans les deux pôles qui sont un peu proposés ici, c'est pas que ce que l'INALCO propose ici, c'est justement, entre guillemets, de descendre, d'être toujours l'INALCO, en fait, d'être toujours l'université, d'être toujours l'islamologie académique, mais de descendre à un certain niveau pour donner accès à une partie de ce qui peut être produit ou acquis dans l'université, plutôt que l'idée de produire quelque chose de nouveau qui serait à un niveau totalement général. Il y a quand même ce lien avec l'université, avec une certaine exigence, qui est présent. La méthode universitaire, voilà. Bien évidemment. Donc, il faut. Alors, on appelle ça diplôme de civilisation. Parce qu'en fait, l'INALCO, sa réputation est liée à son enseignement linguistique. On enseigne 200 langues, plus ou moins. Donc, vous avez quasiment toutes les langues, même disparues, non européennes, donc les langues classiques. Et donc, voilà, la force de cet établissement, c'est l'enseignement linguistique, mais c'est langue et civilisation. L'Institut national, c'est langue et civilisation. Donc, il y a les deux. Donc, on appelle ça diplôme
de civilisation parce que ce n'est pas un diplôme de langue. Vous pouvez vous inscrire chez nous et faire que de la langue, hein. Il y a des formations en ligne pour l'arabe, il y a MOOC gratuit d'arabe que je vous conseille. Il y aura aussi la première année de licence entièrement à distance. On a perdu Cham, je ne sais pas s'il il a coupé la caméra, c'est pas grave. Il va revenir. C'est pas grave, il va revenir. Il va revenir. Très bien. Donc, on reste, il faut être clair, Hicham a raison de me demander plus de clarté sur ce point. On reste dans une formation universitaire, mais qui est moins d'une licence. Pas en termes de difficulté, mais en termes de travail. Voilà, vous allez travailler beaucoup moins, mais vous allez quand même travailler qualitativement comme dans une licence. Donc, on s'adresse à des gens qui ont envie de faire, au niveau de la difficulté et du travail requis, c'est le même que dans la licence, juste que quantitativement, c'est moins. Raison pour laquelle vous n'avez pas un diplôme d'État à la fin. Vous avez un diplôme donc ça, c'est une question peut-être. Mais ça me donne accès à quoi? C'est une question, voilà, c'est une question importante. C'est quoi un diplôme d'établissement? Pourquoi vous n'avez pas fait une licence? Parce qu'une licence, c'est un bout de votre vie. Hein. C'est 3 ans, nuit et jour. Intense. C'est intense. Donc voilà, là, c'est justement de dire, vous êtes intéressé à l'islam, mais vous ne pouvez pas faire une licence. Vous faites autre chose dans votre vie. Vous avez un métier, une profession, une autre formation, mais vous voulez avoir l'accès aux sources scientifiques sur l'islam. Voilà, ça manquait. Dans l'espace francophone, ça manquait. On essaye d'y apporter une réponse. Par contre, ça ne donne pas droit à un diplôme reconnu par l'État. Donc, c'est un diplôme d'établissement. Qu'est-ce que je fais avec mon diplôme d'établissement? Tout d'abord, nous sommes quand même un établissement public, et donc, quand vous avez validé un cours, vous avez des crédits universitaires. Le système des crédits, c'est européen, hein, European Transfer Credit System. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui pourrait prendre une licence après aurait déjà des cours validés, des choses comme ça? Et dans l'autre sens, vous avez déjà une licence en histoire, en études arabes, en sociologie, vous avez dit, monsieur, j'ai déjà fait ça. Très bien, pas besoin de valider ça 2 fois. Je vais reconnaître parce qu'on est dans un système de transfert de crédit. Donc, on se reconnaît mutuellement. Vous faites l'histoire médiévale chez nous, pas la peine de la refaire une 2e fois dans votre vie. A priori, les gens doivent savoir qu'Inako, c'est un endroit sérieux, que le professeur Eric Vallée, c'est une sommité, que Madame Catherine Mayer-Rowan, c'est une sommité, et que donc, on ne discute même pas. Vous avez validé un examen avec ces collègues-là, a priori, c'est bon. Donc voilà, c'est quand même un bagage intellectuel dans votre formation qui est reconnu. Oui, s'il n'y a pas un c'est diplôme utile. d'État. C'est Voilà. utile parce que dans mon parcours académique qui a été assez chaotique, Atypique, disons atypique, il y a eu différents ECTS que j'avais donc crédits que j'avais validés qui m'ont permis de ne pas refaire sans arrêt des cours Voilà. sur l'islam. Donc oui, tout à fait. Après, ça tout peut à fait vous servir apprécié. à titre de votre carrière. Hein. Oui. On est sollicité. Alors, là, c'est la question des publics, quand même intéressante, parce qu'on s'adresse à quelqu'un. Après, il faudrait quand même travailler plus dans le détail, avoir une offre plus adaptée à certains publics. Et là, je pense que pas cette année, pas dans 2 ans, mais si ce diplôme reste en vie pendant longtemps, il faut développer ce qu'on appelle la formation continue. C'est-à-dire qu'on s'adresse spécifiquement aux besoins de certaines catégories de professionnels. On a parlé des enseignants dans le secondaire. Bien évidemment, faire le point avec l'académie et dire c'est quoi vos besoins et développer des modules à l'intérieur de ce diplôme, mais spécifiquement conçus pour des publics particuliers. Donc ça c'est possible, c'est l'avantage du numérique, c'est modulaire. Vous pouvez le composer comme vous voulez si vous avez les moyens. Spécialisation de la formation, en fait, dans un second temps. Oui, ou faire les contenus sont là, mais après l'assimilation et l'application, peut-être travailler avec des gens qui sont des pédagogues, qui ont déjà un lien, les faire intervenir à l'intérieur du diplôme. Tout ça, et voilà, c'est à nous de construire toutes ces applications possibles. Très bien. Alors, tout en défendant quand même l'idée que effectivement l'islam, c'est un objet de science, un objet de connaissance globale. C'était un peu, neutre. On étudie le Maghreb parce qu'on étudie le Maghreb. Parce que c'est intéressant.
je pense que tout doucement, Oui, on s'achemine vers la fin de l'entretien. Peut-être une question pour conclure, parce qu'en en préambule de l'émission tout à l'heure, en off, hein, avant qu'on lance l'enregistrement, on parlait tous les trois de ce fameux rapport Jacques Berck. Hein, donc, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, Jacques Berck, le grand orientaliste, grand islamologue, en fait, qui en 1982, si je ne dis pas de bêtises, on lui avait demandé un rapport sur l'état des connaissances de l'islam en France et un rapport un peu sociologique et dans lequel, Hicham me corrigera, peut-être que ça fait très longtemps que j'ai plus lu tout ça, mais il avait notamment dit qu'il était très inquiété par le fait que les générations voilà, de Français d'origine musulmane, hein, ou de culture musulmane étaient totalement déconnectées de la connaissance de ce patrimoine religieux, de ce fait religieux, et du fait qu'il n'y avait aucun enseignement dans l'école de la République du fait religieux islamique. Pour lui, ça crée une espèce de, voilà, de schizophrénie, on va dire, qui, je pense que c'est vraiment ce terme dans le rapport, crée des bombes à retardement. Donc en 1982. Aujourd'hui, on est presque 40 ans plus tard, et on voit on est en train d'essayer voilà, de s'agiter un peu pour colmater les brèches qui ont été créées par ces bombes à retardement, en fait. Hein. Donc ici, la question à partir de là, ce serait, voilà, comment est-ce que vous voyez ce travail, hein, quel constat vous tirez de sa prophétie, quelque part, oui, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste à faire? Donc ici, on a l'exemple d'une initiative mm, particulière pour voilà, une approche particulière de cette question des faits religieux, qui est celle de l'islamologie, pour un public qui veut avoir accès à l'exigence, à la méthodologie universitaire sur le fait religieux, mais peut-être élargir encore du coup la réflexion sur comment vous voyez le travail qui reste à faire pour soigner cette Mm. maladie d'ignorance. je laisse Hicham commencer à répondre parce que je dois réfléchir. C'est gentil. Bah, moi, de mon point de vue, il faut déconfiner le savoir issu des sciences des religions et de l'histoire des religions de façon générale. Il faut déconfiner ce savoir. Parce que, bon, surtout en France, il y a cette conception de la laïcité qui veut que la religion, c'est à la maison et dans l'espace public, bah, finalement, on garde la religion dans l'intimité du croire et on participe au projet commun. Sauf que dans les faits, ça ne se passe pas comme ça. Dans les faits, les gens ne sont pas religieux chez eux et non religieux dehors. Et ça, même des très grands penseurs comme Jürgen Habermas l'ont très bien fait remarquer, notamment dans un ouvrage de 2008 qui s'intitule Entre naturalisme et religion, les défis d'une laïcité, et où il fait remarquer, Habermas va jusqu'à dire qu'on ne peut pas demander à des citoyens croyants de se déposséder de leurs croyances avant de participer au débat public. Parce que là, on introduit une asymétrie entre le citoyen non croyant qui n'a pas à faire cet effort et le citoyen croyant qui doit faire cet effort-là. Donc, la religion, ou les croyances, ou les systèmes symboliques, parce qu'en France, parfois, le mot religion est un gros mot, donc parlons de systèmes symboliques. Les systèmes symboliques font partie de notre vie. Et il se trouve que, sauf si par exemple on va dans des sections très spécifiques au lycée ou dans le secondaire, où on va faire des sections en sciences économiques et sociales, alors je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a eu des réformes au niveau de l'enseignement secondaire en France, mais à part dans ces sections-là, euh, on n'entend pas parler d'auteurs importants dans l'élaboration des idéologies de façon générale, mais aussi des, euh, des systèmes de croyances religieux comme Weber, Durkheim, etc. On n'en entend pas parler. Et donc, pour des citoyens euh, qui sont amenés à opérer des choix dans leur vie de citoyen entre différentes propositions de sens, aussi bien pour leur vie personnelle que pour leur vie en collectif, finalement, l'école, telle qu'elle est aujourd'hui, ne donne pas les outils justement pour penser ces choses-là qui vont être centrales dans la vie du citoyen. Si on veut comprendre ce qu'est une religion, il faut faire des sciences des religions.
comme le disait le professeur Chiabotti tout à l'heure, c'est bac, master, doctorat, quoi, je veux dire, pour maîtriser ces choses-là. Euh, euh, Quand j'ai annoncé à mon père à l'époque que j'allais faire sciences des religions, la première question, c'est mais tu vas vivre de quoi, hein? Ça va être quoi ton métier? On n'a pas tous le temps ni l'envie de faire un master en sciences des religions pour comprendre ce qu'est une croyance religieuse, pour avoir des notions d'histoire des religions. Donc, le fait de distiller ce savoir au fur et à mesure de la formation du futur citoyen, ça me semble absolument sine qua non aujourd'hui. Et alors, si pour des raisons politiques, parce que sur le plan pédagogique, il n'y a absolument aucun argument pour se priver d'un enseignement sur le fait religieux, donc s'il n'y a pas ça, c'est une décision politique. Si sur le plan politique, ce n'est pas possible à l'école, alors il faut développer des écosystèmes d'apprentissage en dehors de l'école qui permettent à tout un chacun, à partir d'un certain âge évidemment, parce qu'il faut avoir une certaine maturité pour aborder ces questions-là, qui permettent à des gens de se familiariser avec les religions, les systèmes de pensée, l'histoire de ces systèmes de pensée, dans des situations ou dans des contextes plutôt qui ne soient pas forcément scolaires, puisque l'école pose problème. Et c'est pour ça que moi, je salue toutes les initiatives qui visent à déconfiner le savoir sur les religions. Et c'est pour ça que j'accueille avec beaucoup d'enthousiasme le projet qui nous a été présenté ici. Merci beaucoup, Francesco. Comment tu vois, toi, le reste du travail à faire en dehors de cette proposition euh, pour, euh, pour résoudre un peu cette maladie de l'ignorance de l'islam? Alors, il y a beaucoup de poids sur les islamologues français qui sont une poignée d'hommes et femmes. Beaucoup de poids. Hein. Répondre au pouvoir public, répondre aux médias, répondre à la société, voilà. Alors, un dialogue avec leurs ambitions un peu aussi intellectuelles, qui sont un peu frustrées parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on aurait envie de faire parfois. Et donc, on a beaucoup de poids et je pense qu'il faut les soulager tout d'abord. Donc, ce noyau d'islamologues durs, fondamentaux, pas fondamentalistes, mais les islamologies fondamentales, on n'est pas très nombreux en France. Il y a une asymétrie dramatique par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Angleterre. Je ne parle pas des États-Unis parce que c'est incomparable, mais disons déjà dans l'espace européen, donc là, on alerte nos tutelles que diversifier, multiplier, ça donne des résultats concrets. Par exemple, voilà, on est deux à l'INALCO, on a pu dédoubler, rendre obligatoire le cours, avoir plusieurs groupes de TD, et donc exposer à l'islamologie 300 personnes par an. C'est déjà pas mal, hein? Alors, voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est 300. Et c'est 200 à Aix, et c'est 150 à Strasbourg. Donc je l'ai donné parce que je me suis occupé avec le CNRS de dresser un bilan sur l'islamologie. C'est là notre contribution. Je suis interviewé, pas seulement sur la politique. Donc déjà, normaliser l'islam, l'objet islam, le dépolitiser, le déidéologiser, de dire, voilà, c'est un ensemble de questions. C'est un objet, c'est des questions très intéressantes voilà, qui sont devant nous, auxquelles on doit répondre. Il y a une pression sociale qui est forte. J'invite les pouvoirs publics à faire leur travail, même si on est à 2 ans des élections, mais bon, on va pas, ça, là, c'est pas notre domaine. Si on est convoqué par notre tutelle, on est là. Et je vous assure aussi, parce que c'est facile de critiquer, mais il faut aussi reconnaître quand les choses se passent bien, c'est pour ça que on a un dialogue qui est très facile avec le ministère, qui sont vraiment, qui nous accompagnent. Les gens du ministère qui sont là tout le temps, depuis une vie, savent tout ça, savent qu'il y a des initiatives qui vont naître, de dialogue avec les académies pour justement avoir plus de dialogue entre le secondaire et le supérieur. Il y aura des choses, il y aura des choses. Il y a des initiatives qui sont connues. Savez-vous que les plus grands islamologues français, Pierre Lori, Mathieu Terrier, vont dans les prisons à Paris à faire des cours? Moi, je ne le savais pas, je l'ai découvert dimanche. Donc, il y a aussi, en fait, notre travail. Franchement, chapeau. Voilà, non, mais pourquoi? On a fait un bilan, 300 pages de bilan. Personne n'avait la big picture, personne ne l'avait. On était tous en train de dire, j'ai cours sur le travail, sur le rôle, sur la responsabilité que j'ai de passeur de connaissances, de conscience sur l'islam, religieuse, mais pas anti-religieuse. Mais en fait, la mise en réseau, qui c'était un de mes objectifs aussi,
je sors du projet DU, c'est un autre projet qu'on a eu, plutôt de groupement, de mise en réseau. Mais ça montre que quand même, si on est tous ensemble, on peut faire déjà beaucoup de choses. Après, voilà, il faut quand même protéger l'objet recherche neutre. Ce n'est pas la société, son rythme effréné, ces drames qui doivent dicter à la science ce qu'elle doit étudier. Il faut que nous soyons libres de notre choix dans nos recherches, mais en même temps, faire ce que nous pouvons faire pour remplir un rôle de passeur de connaissances dans la société. Donc ça c'est certain. Et bon, on essaye de le faire. Mais quand on vous écoute, messieurs, on se dit que oui, l'islamologie pour tous, oui et 1000 fois oui, et que l'avenir n'est pas si noir que cela, que les choses sont en train de Non, changer. la dynamique est positive. En France, la dynamique est positive. Il y a eu un renouveau, il y a eu voilà, des postes, donc il y a plus de visibilité, le travail n'est pas fini, il y a une prise de conscience aussi dans les universités qui avaient plus ou moins fermé les enseignements d'islamologie parce que la religieux, c'est inintéressant. Finalement, on voit que c'est pas seulement intéressant, mais c'est nécessaire. Et après, il y a des endroits privilégiés, ben, je le dis sans orgueil, sans voilà, je le dis de façon juste reconnaissante de mon université à moi, parce que c'était carte blanche. C'était carte blanche. Carte blanche, tu fais tout ce que... On a créé un parcours religion du monde, parce qu'on est plusieurs spécialistes. Donc, en licence, sans être des spécialistes en sciences des religions, vous pouvez faire votre filière linguistique ou aréale, vous faites études tibétaines, vous étudiez avec vos enseignants de langue et civilisation. Après, on a des cours spécifiques sur le fait religieux, mais global. Donc, je donne un cours d'histoire du fait religieux, donc global. C'est très difficile, parce que j'ai des étudiants qui font du Shinto, qui ont étudié le Shinto, le bouddhisme ou l'islam. Mais bon, c'est ça l'enjeu, faire dialoguer les gens, de la philosophie des religions. Donc ça, c'est un autre projet. Mais voilà, je pense qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire. Il y a des endroits dans lesquels voilà, il y a une dynamique qui est forte, et les autres vont suivre, j'en suis certain. Magnifique. Merci, messieurs, merci beaucoup pour cet entretien qui était Mais merci à vous, passionnant. merci à LDC pour l'accueil, et merci beaucoup à Hicham pour tes remarques tout à fait constructives, très intelligentes, je vois que sont issues d'un questionnement profond qui donnera sûrement ses fruits dans un futur proche. Avec grand plaisir, et puis ne pas hésiter à reprendre contact en dehors de Avec l'équipe. LDC aussi. Ben oui, non, mais... Si je peux apporter quelque chose, ça sera vraiment avec plaisir, parce sûr. que c'est vraiment un beau projet à mon sens. Donc, le Tinder des politologues et des intellos. Ben, effectivement, c'est des connexions qui se font plus difficilement, donc il faut être connecté. Grégory, tu mettras donc des liens Tout à fait. dans le descriptif. Et merci. Surtout, on relayera toutes les questions en commentaire. Oui, bien évidemment, je vais suivre. Je ne promets pas de tout répondre, mais dans la limite de mon temps, de ma capacité. Mais en tout cas, voilà, il y a mon mail qui est public. On postera mon document et on est là pour répondre. Là, en ce moment, je fais du SAV, service avant-vente. Donc, à propos du problème, le manque de facilité, on a des sites qui sont peut-être... On est quand même tous drogués d'Amazon, moi le premier. Et donc, le service après-vente, la facilité du custom, on est tous drogués de ça. Alors, moi le premier. Et donc, sur un site un peu vieillot ou qui ne marche pas comme ça, on lâche. Alors, c'est la première étape. Soyez patient avec le site, écrivez-nous. Soyez patient si vous ne recevez pas une réponse dans les 2 minutes. Voilà, c'est normal, c'est l'université, avec ses moyens, mais bon. Sinon, voilà. Parfait. Sinon, merci beaucoup. Merci à vous. Et à la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.